Alors là, il faut bien sûr toujours rendre hommage à Cesare Beccaria, qui publie en 1764 un petit traité des délits et des peines, qui va être lu et commenté dans toute l'Europe. Voltaire en fait un commentaire, si bien que dans toute l'Europe, les intellectuels se mettent à lire ce petit traité, les juristes, les philosophes, les historiens, et je crois qu'il a vraiment eu une véritable influence sur le droit pénal européen, sur la procédure pénale, et puis sur l'abolition de la torture, sur l'abolition de la peine de mort. Alors, je dirais qu'il y a deux arguments chez Beccaria. Il est le premier à souligner que la société n'a pas besoin de la peine de mort pour garantir un maximum de sécurité. Il est le premier, au fond, à mettre en doute ce lien entre peine de mort et sécurité. Aujourd'hui, je dirais que nous avons suffisamment d'études qui montrent qu'il n'y a pas de lien de causalité. Ce n'est pas dissuasif. Aucun lien de causalité, d'aucune sorte d'ailleurs, entre la présence de la peine de mort dans l'arsenal pénal et le taux de criminalité. C'est-à-dire que la méthode est simple, c'est qu'on procède à des comparaisons entre les pays qui ont aboli, ceux qui sont rétentionnistes, comme on dit. On regarde sur des périodes, on compare et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lien, de corrélation entre les deux. Et puis l'autre argument, c'est un argument qu'on appelle contractualiste dans la tradition de la philosophie politique, c'est-à-dire si vraiment la société est fondée sur un contrat social, la question devient la suivante, est-ce que dans ce contrat social qui fonde la société, est-ce que chacun d'entre nous a véritablement mis sa vie en jeu? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que le contrat comporte l'éventualité de notre propre exécution? Beccaria est un des premiers à répondre non, dans la mesure où nous avons précisément passé ce contrat pour être protégés. Donc une des fonctions principales de l'État, c'est de protéger les personnes, les biens. Oui, c'est un long processus, en partant des idées avant-gardistes, des philosophes des Lumières, jusqu'à l'abolition. Il a fallu qu'un certain nombre de personnalités portent ce combat, des écrivains, des hommes politiques. Alors d'une manière générale, on pourrait aussi considérer que la peine de mort participe de la fin des supplices en Europe. Petit à petit, le spectacle d'une violence faite sur les corps en place publique était devenu peut-être contre-productif, paradoxalement, pour le pouvoir en place, les souverains, qui se rendaient en partie impopulaires. De même, la peine de mort avait fini par être cachée dans les cours de prison. Donc c'est en quelque sorte une procédure dont on avait un peu honte, qu'on n'osait plus présenter au public. Cela a certainement participé aussi à sa disparition. On peut aussi avoir une autre lecture de la fin des supplices et de la fin de la peine de mort, c'est que sur le plan des idées, la sensibilité aussi du public a évolué. Des idées plus humanistes ont vu le jour et ont fini par triompher. Oui, à en croire les instituts de sondage, nous avons une opinion extrêmement fluctuante sur cette question, mais en gros, on peut dire que les opinions publiques en Europe restent très partagées, 50-50, à très peu de choses près. Fluctuantes notamment parce qu'en fonction d'une actualité aussi, de l'accent qui est mis sur tel ou tel crime particulièrement odieux, les sondages peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. Force est de constater que l'abolition, sur le plan légal, ne s'est pas accompagnée d'un changement majeur des mentalités. À cet égard, l'abolition de la peine de mort n'a rien à voir avec l'abolition de l'esclavage, par exemple, aujourd'hui. Aucune personne sensée n'oserait aujourd'hui, dans le débat public, défendre l'esclavage. Il n'en va pas du tout de même de la peine de mort. Le débat, sur le plan des idées, n'est malheureusement pas, de mon point de vue, n'est pas terminé. Par ailleurs, on peut également remarquer que l'abolition a été possible grâce à la démocratie représentative. À ma connaissance, l'abolition n'a jamais été obtenue par un vote direct du peuple ou par référendum. Très souvent, d'ailleurs, ceux qui proposent de la rétablir nous promettent un référendum. Donc, sur cette question, il a fallu que les représentants prennent en charge l'abolition. Là, il faudrait aussi s'interroger sur les raisons profondes pour lesquelles ce débat persiste, alors que sur le plan légal, on peut également constater que l'abolition gagne du terrain, qu'il y a un mouvement de fond profond, je crois, vers l'abolition universelle.
Il peut toujours, ici ou là, y avoir des retours en arrière. On en constate parfois. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas un sens de l'histoire qu'on a pu le prétendre au XIXe siècle. Les choses ne sont pas écrites. Aujourd'hui, il est très difficile de soutenir ce genre de thèse. Néanmoins, il y a incontestablement une tendance que l'on observe, qui est clairement une tendance vers l'abolition. De plus en plus d'États rejoignent le camp abolitionniste. Et aujourd'hui, les pays rétentionnistes, comme on dit, sont très minoritaires. Maintenant, est-ce que sur le plan légal, un retour en arrière est possible? Il y a quand même un certain nombre de verrous aujourd'hui au niveau constitutionnel. L'abolition est inscrite dans la Constitution française. Vous savez également qu'au niveau européen, l'abolition est une des conditions pour adhérer à l'Union européenne. Donc je dirais que d'un point de vue pragmatique, ça me paraît quand même peu probable que des États européens retournent en arrière, mais ce qui a été fait peut toujours être défait dans l'absolu, hein, mais je dirais que c'est peu probable. Voilà.